Donc, bonjour tout le monde, bon matin ou bonne matinée là, en ce samedi matin. Donc, aujourd'hui, on vient vous présenter la poursuite d'un travail qu'on a commencé il y a déjà quelques années. On a travaillé sur les négociations dans le secteur public de 2014-2015 et qui a résulté en un article qui a été publié en 2023 dans Relations industrielles. Donc, sur la base de ces travaux-là, on a poursuivi nos observations avec ce qui s'est passé dernièrement là, en la négociation 2023. Donc, on est allé revoir les acteurs sur le terrain. Donc, on a recommencé à aller explorer à la lumière un peu de nos constats qu'on avait faits pour 2014-2015. Donc, ce qu'on vient vous présenter, c'est le fruit, en fait, les constats initiaux là, qui ressortent jusqu'à maintenant là, de cette revisite du terrain. Donc, ce qu'on vous propose, introduction, en fait, assez standard là, comme présentation, problématique, objet de recherche, notre posture méthodologique, en fait, la démarche qu'on a entreprise autant pour 2014-2015 que pour les dernières négociations. Qu'est-ce que les questionnements qui surgissent depuis? Moi, je vais vous présenter les constats. Donc, vous allez voir, on a des constats qui sortent vraiment de notre article pour 2014-2015. On a des constats initiaux pour ce qui s'est passé quand même. On a eu un semblant, en fait, on a eu une négociation en 2020, mais qui était très particulière. Donc, on va quand même en parler et on va également là, présenter certains constats initiaux pour 2023-2024. Donc, on le sait, on a vécu dans les derniers mois les dernières négociations qui ont été, en fait, si en 2014 et 2015, on savait qu'il y avait un grand sentiment d'insatisfaction chez le personnel du secteur de l'éducation, les négociations 2023-2024 vont avoir révélé une colère encore plus vive. On a vraiment senti un sentiment en fait de ras-le-bol chez le personnel du secteur de l'éducation aussi dans un contexte, surtout dans les dernières négociations, où est-ce que en trame de fond se trouvait la question de la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là. Pénurie de main-d'œuvre qui ne s'explique pas seulement par le fait on a de la difficulté à recruter des gens, mais on a surtout de la difficulté à conserver, à fidéliser notre personnel au secteur, dans ce secteur-là. Donc, c'est ce que je voulais dire ici. Donc, problématique et objet de recherche. Donc, malgré, puis en fait, ce qui est quand même assez particulier, 2014-2015, on nous parlait d'une mobilisation record. Quand on rencontrait nos gens sur le terrain, c'était presque du jamais vu. En 2023-2024, on nous redit que c'est un record. Donc, on a encore battu des records cette année. Donc, une mobilisation record. On les a vus, ça a été fortement médiatisé, les gens sont sortis dans la rue, il y a eu plusieurs moyens de pression, autant au niveau national qu'au niveau sectoriel. Mais malgré cette mobilisation-là, ces moyens de pression-là, qui ont été exercés quand même sur une longue période, on fait le constat qu'il y a quand même que les différentes parties ne sont pas arrivées à des résultats qui sont jugés satisfaisants pour les membres. Satisfaisants au niveau ici sectoriel, faisons la différence, et on l'a bien vu avec les taux de ratification, en fait, de l'entente au niveau sectoriel qui était très variable. Donc, on sentait une certaine division au niveau des membres au fait de juger que c'était satisfaisant là, ce qui avait été obtenu au niveau sectoriel, ce qui n'est pas nécessairement la même chose, là, on y reviendra au niveau national. Donc, on s'intéresse. Il y a aussi une persistance, il faut se le dire, difficile accès à des postes permanents. Donc, ça demeure difficile, les conditions de travail, mais aussi les conditions d'exercice dans le secteur, surtout pour le personnel enseignant ici. Là, je vous dirais, là, on ira dans la section méthodologique où est-ce qu'on s'est beaucoup plus concentré ici là, depuis notre retour sur le terrain sur plus les enseignants. Une surcharge de travail, donc une lourdeur de la tâche, une composition de la classe aussi qui est difficile, un manque de ressources. Donc, ça persiste malgré des mobilisations importantes
et historique. Donc, nous, on s'intéresse, dans le cadre de nos travaux, la poursuite de nos travaux, on s'intéresse aux enjeux, aux défis, mais aussi aux résultats de cette dernière négociation-là, à la lumière, comme je vous disais, de nos travaux initiaux là, qui ont été présentés là, en 2023. Un peu vous parler de notre démarche méthodologique, bien entendu, revue de littérature, mais aussi consultation. Là, ça a été très, très médiatisé. On a suivi ça de proche. Une approche d'analyse multiniveau. On est allé voir autant des acteurs du niveau national, donc intersectoriel national, du niveau sectoriel que du niveau local. Et ce, autant dans notre démarche en 2014-2015, qui était constituée de autant des entrevues semi-structurées avec 16 personnes qui étaient impliquées à ces différents niveaux-là, mais aussi des groupes de discussion avec des membres et des représentants locaux également. Pour 2023-2024, comme je vous disais, là, on est en début de retour sur le terrain. Donc, cet été, on a quand même eu l'occasion d'aller rencontrer 6 personnes vraiment dans le secteur de l'éducation. Attention ici, là, ce qu'on avait couvert en 2014-2015, c'était autant le personnel de soutien, personnel professionnel, puis enseignant. Là, maintenant, je vous dirais que jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur le personnel enseignant ici. Mais on a réussi quand même à rencontrer des gens aux 3 niveaux, comme je vous parlais, là, depuis cet été. On peut changer. Donc, c'est quoi notre questionnement de recherche? Bon, cette question-là a évolué au fil de nos travaux, mais la plus grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le modèle actuel de négociation collective traditionnel à multiniveau, parce que, bon, je vous ai parlé, il y a un niveau national intersectoriel, un niveau sectoriel et un niveau local, mais aussi centralisé, parce que, bon, il y a une certaine centralisation des enjeux au niveau national, peut-il répondre aux nouveaux besoins du secteur de l'éducation? Ce secteur-là est en transformation, a eu beaucoup de changements. On voit qu'au niveau de l'organisation et des conditions d'exercice, bon, il y a des difficultés, il y a des enjeux importants qu'on a de la difficulté à venir répondre à travers la négociation. Donc, on se pose la question, c'est quoi la capacité des organisations syndicales du secteur de l'enseignement, de l'éducation, pardon, à améliorer les conditions de travail de leurs membres quand l'organisation du travail, ça devient un enjeu majeur? Puis, est-ce que l'avenir, puis là, on peut-être un petit peu dans un autre niveau d'abstraction, mais est-ce que l'avenir du secteur de l'éducation au Québec, ça passe-t-il par la négociation collective? On est comme arrivé à un moment où est-ce que on peut se poser cette question-là parce que même si on a des mobilisations records, on a des gens, on a de la population aussi qui a pris conscience de l'importance de nos enjeux, qui est derrière nous, on n'arrive pas nécessairement à changer le quotidien de nos enseignants. Donc, juste un petit retour sur 2014-2015. J'ai zéro calculé mon temps. Je ne sais pas, je suis rendue à... OK, on va y aller. Donc, constat qu'on fait en 2014-2015, articulation intra- et intersyndicale difficile, un travail d'arrimage des cultures syndicales et des processus démocratiques au sein des divers des syndicats qui a été ardu, d'autant plus face à une stratégie gouvernementale très centralisée. Ce qu'on nous a dit carrément, l'incapacité à susciter un dialogue, à maintenir et susciter un dialogue. Donc, on en vient presque, on a eu le sentiment que en dehors du blitz de négociation, le processus, en fait, de négociation était presque carrément inefficace. Puis, il faut se dire que dans le blitz, impossibilité de retourner vers les membres, donc difficulté à faire valider l'évolution de ce qu'on négocie au niveau des membres. Donc, ça amène des frustrations. Une mobilisation surtout portée par le sectoriel, donc des fédérations qui ont travaillé très fort à porter leurs enjeux également. Donc, un travail important des fédérations pour rejoindre des nouveaux alliés. Il y a eu beaucoup des parents, les journalistes, des représentants politiques, mais aussi des groupes communautaires.
Mais ce qu'on remarque aussi, un manque d'arrimage entre la mobilisation nationale et sectorielle. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enjeux au niveau national sont moins bien saisis par les membres. Donc, ce que ça amène comme apprentissage pour le Front commun, qui est dans le fond l'instance au niveau intersectoriel et national, repenser les revendications salariales de façon à ce qu'elles soient envisagées comme réalistes pour les membres et crédibles aux yeux des membres, laisser plus de place et d'autonomie aux fédérations également, puis à s'assurer un meilleur arrimage, puis bien sûr aussi de recadrer les enjeux de façon à ce qu'ils soient perçus de recadrer les enjeux pour en faire des enjeux collectifs plutôt qu'individuels afin de contrer une logique qui tend à une certaine professionnalisation dans la logique de représentation syndicale. Donc, constats initiaux 2020-2021, on nous parle même d'une parenthèse ici dans l'historique des négociations, une parenthèse qu'on voudrait comme peut-être pas qu'il revienne. Donc, un contexte très particulier, on est en pleine COVID, les gens sont isolés, on n'a pas la présence du Front commun ici en 2020-2021. Donc, une impression de Front commun qui est quand même fragilisée, des membres qui ont encore beaucoup de frustration par rapport aux résultats de 2014-2015. On nous a aussi parlé d'une certaine stratégie gouvernementale qui cherche à diviser les centrales, un peu à les mettre les unes contre les autres. On a de la difficulté, disons, à se sortir de cette stratégie-là, mais aussi une stratégie gouvernementale qui amène même une certaine division au sein même des centrales parce qu'on priorise certaines professions plutôt que d'autres. Donc, surtout en 2020-2021, priorisait beaucoup les enseignants au détriment du personnel de soutien puis des professionnels. C'est un peu la perception qu'on nous a rapportée. Une négociation qui, quand même, est aussi, il faut le dire, plus de visibilité pour certaines fédérations qui ont moins de visibilité quand il y a le Front commun normalement. Donc, il y a quand même certaines fédérations qui ont réussi à, disons, tirer leur épingle du jeu et à avoir un peu plus de visibilité dans cette structure sans Front commun. Mais finalement, des gains assez intéressants au niveau salarial, entre autres, en 2021. Tout ça a forgé, en fait, a alimenté un peu le contexte des dernières négociations. Donc, un contexte qui est quand même assez, qu'on nous a dit, assez favorable pour le Front commun. Donc, autant parce qu'on est dans un très court délai entre les deux négociations. Donc, l'engrenage de la mobilisation est encore là. On est comme encore crinqué, si on peut le dire, là, des dernières négos. On sent que le gouvernement a des ressources à investir dans le secteur. Donc, déjà, contexte plus favorable. Puis aussi, on a des acteurs qui sont aussi autour de la négociation qui mettent de la pression. Disons-le, là, clairement, la FAE qui est sortie en grève illimitée, générale illimitée très rapidement a amené de la pression sur le gouvernement à dire « je ne peux pas avoir une autre fédération qui sort en grève ». Donc, ça a été vu par les gens qu'on a rencontrés comme étant favorable. Une obligation de résultat au niveau du Front commun. On nous a clairement dit qu'il y avait un sentiment qu'il fallait que ça fonctionne, le Front commun. Il y a eu plus de travail de concert des acteurs au niveau intersectoriel également. Qui vient d'un Front commun qui n'était pas là en 2020, des frustrations aussi 2014-2015. Difficulté à améliorer les conditions d'exercice. Donc, on s'aperçoit de la profession à travers la négociation. Des syndicats moins bien outillés lorsqu'on sort des conditions de travail. Pourtant, c'est ce qui est recherché. Difficulté à changer le quotidien des enseignants, le quotidien de travail des enseignants. Donc, objectif d'atténuer la tâche était plus ou moins atteint ici. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'enseignant qui revient dans sa classe après les négociations, oui, il y a un meilleur salaire, il y a peut-être des assurances plus intéressantes, mais est-ce que son quotidien a réellement changé au niveau, par exemple, de la lourdeur de sa tâche et des ressources qu'il a pour faire son travail? Et une brèche entre les résultats nationaux et sectoriels.
On s'entend pour dire que ce qu'on nous dit, c'est que c'est une réussite au niveau du Front commun. Donc, probablement des négociations les mieux réussies, une grande fierté, qu'est-ce qui a été accompli. Mais au niveau sectoriel, on s'entend que peut-être l'objectif était moins bien atteint. Puis, au niveau de l'arrimage, quand même, une capacité à donner plus d'autonomie aux fédérations, entre autres, à travers les moyens de pression, où est-ce que les fédérations peuvent afficher leurs couleurs, même au niveau national. Donc, il y a eu des initiatives de la sorte. Je vais laisser quelques minutes à Diane pour la conclusion, puis je m'excuse. En fait, puis si je fais un arrimage avec ce qui s'est dit à l'atelier d'hier, cette tactique-là, je vais en parler tout de suite, même si c'est une belle réussite au niveau national qui a redonné de la crédibilité au Front commun, l'atelier d'hier démontre clairement qu'au sein des syndicats qui n'étaient pas les syndicats de l'enseignement, c'est pas ça qui ressort, là. Eux autres, ils sont vraiment frustrés parce que les professionnels, le personnel de soutien, eux autres n'ont pas été bien servis. Nous, là, il faut prendre en compte, Chloé l'a dit, mais j'aime à le répéter, ce sont que des gens du syndicat de l'enseignement de la CSQ que nous avons rencontrés. Fait que c'est une perception d'eux, là. C'est pas les gens de la FAE qui sont sortis 22 jours en grève non plus, qui sont beaucoup plus amers, là. Hein, on peut se le cacher. Donc, il reste 0 minute, je vais aller super vite, mais je vais prendre quand même le temps de le dire. C'est ça. Donc, en fait, la tendance, le gouvernement qui voulait centraliser, qui négociait sa place publique, les conditions de travail, l'organisation du travail, faisait en sorte que le Front commun était déstabilisé. Parce qu'au Front commun, on est supposé de négocier le salaire, les conditions Fait que ça ne marchait pas, là. Il y avait... Puis les syndicats, bien, leurs structures sont faites pour une décentralisation, redonner de la place. Le Front commun voulait redonner de la place au sectoriel parce que c'est ça qui avait achoppé en 2014-2015. Puis le gouvernement les empêchait. Fait que la question, c'est... Puis ça s'est posé hier comme question, peut-être pas aussi directement qu'on vous pose ce matin, mais c'est ce qui se posait comme question, c'est comment arrimer ces nouvelles tendances-là dans les structures actuelles du mouvement syndical. C'est pas un réel front commun dans le moment au niveau du mouvement syndical parce qu'ils se retrouvent à la table des gens qui ne sont pas impliqués sur le terrain, souvent qui ne connaissent pas la réalité de terrain. Par contre, à la CSQ, puis ça s'est reflété dans les gens qu'on a rencontrés, l'arrimage en continu, le peu de délai entre 2021 puis 23-24, puis considérant que c'est aux enseignants, grâce à la FAE finalement, que le plancher a été plus laissé, bien, eux autres, ils peuvent se dire que ça a mieux été et ils ont bien arrimé, puis ils ont un peu l'idée le Front commun, justement. Ils ont pris un peu c'est eux qui... Et ils avaient une meilleure écoute. Puis ça, ils l'ont franchement avoué. Au sein du Front commun, ils avaient un meilleur espace. Évidemment, le public était mobilisé alentour de l'enseignement et des infirmières. Fait que ça l'a aidé beaucoup. Par contre, considérant les difficultés à négocier les conditions d'exercice au niveau sectoriel et local, on pose la question, quel avenir pour les négociations collectives? Bien, on pense que la démarche réflexive ne peut plus concerner uniquement les syndicats du secteur public et les gouvernements, parce que les problématiques qui sont vécues par les gens sur le terrain, sectoriellement et localement, qui doivent se négocier, où il n'y a aucun pouvoir de grève, aucun pouvoir de mesure de pression, sauf, comme le disait une intervenante hier, manger des carottes. J'ai trouvé ça bon. Euh, Comment on peut faire ça puis adresser ça à une négociation collective traditionnelle? Nous, on prétend, et d'ailleurs, j'étais intervenue avec Gérald Larose à 24-60, puis on a dit la même chose. On est grandement temps, je pense, pour un forum, pour qu'on discute quel genre d'éducation, quel genre de service de santé on veut. Je pense que laisser reposer ça exclusivement sur les syndiqués, c'est une aberration.